Hello Sophie, Hello, comment vas-tu? ça va et toi? Très bien. Donc déjà, je vais le dire publiquement, je viens de remercier Sophie parce qu'il faut savoir qu'avant que j'arrive à Dubaï, donc clairement je n'y connais rien, je ne connais personne à Dubaï, rien ni personne, et Sophie m'a grave aidée. Donc merci beaucoup de m'avoir aidée pour tout, pour le studio de podcast, pour les invités à interviewer, franchement elle m'a grave aidée, donc je tenais à te remercier publiquement, que tout le monde le sache. Merci Sophie pour ton aide. Mais c'est normal. Mais de rien. Bon Sophie, qui es-tu ma chère Sophie? Est-ce que tu peux te présenter vraiment brièvement en une phrase pour qu'on comprenne qui tu es? Ok, je m'appelle Sophie, j'ai 26 ans et je suis spécialisée en personal branding. J'ai notamment 2 agences de communication dans le personal branding, donc une agence de com et une agence de vidéo production, photoshoot, etc., etc. Et je vends également des formations pour apprendre aux gens à développer leur personal branding. Comme on dit, all things personal branding. Ouais, waouh, ça fait beaucoup de choses. Ouais. Et encore une fois, t'es hyper jeune. Je vais me faire taper sur les doigts parce que mes auditrices me disent Sandra, tu reçois quand même beaucoup de jeunes nanas, ce qui est vrai. Tu vois, il y en a beaucoup qui n'ont pas la trentaine. Du coup, je trouve ça complètement dingue. Donc, on va bien évidemment parler de toi, de ton parcours. Et là, du coup, on va faire un bond en arrière dans ta vie, Sophie. Es-tu prête à nous partager 2-3 choses? Je tiens à dire, à 30 ans, on est encore jeune. Mais bien sûr, mais bien sûr. Si à 30 ans, on est plus jeune, franchement, c'est compliqué. Tu peux prendre le point de départ de ton choix dans vraiment, tu vois, de ton parcours passé, peut-être dans ton éducation, il y a eu des faits marquants, des choses dans ta vie qui t'ont marqué. J'ai envie de comprendre déjà comment tu es devenue la Sophie d'aujourd'hui, la femme que tu es aujourd'hui, qu'on comprenne un petit peu qui tu es et ça a été quoi ton évolution de petite à maintenant. Tout d'abord, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Et moi, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a un avant et il y a un après. C'est-à-dire qu'il y a la personne que j'étais avant l'entrepreneuriat et après l'entrepreneuriat. Et j'aime souvent dire mon ancienne vie. D'accord, ok. Parce que j'étais pas du tout la même personne, ni surtout, en fait, mentalement, les relations que j'avais, mon entourage, mes goûts, rien à voir. Donc, ceux qui m'ont connue à cette époque ne savent pas qui je suis aujourd'hui. Alors, ils découvriraient une autre personne. Tu peux nous détailler, du coup? Oui, alors, du coup, je vais commencer par te parler de l'événement qui a tout changé chez moi. Donc, pendant le Covid, entre mon M1 et mon M2, j'ai fait une année de césure. Et cette année-là, j'ai eu énormément de choses qui me sont arrivées négatives dans ma vie qui ont fait que j'ai été poussée à devoir travailler sur moi-même et du coup me trouver et changer. D'accord. Et c'est à partir de là que du coup je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et que ma vie a changé. Mais avant, j'étais quelqu'un qui... je pense que c'était un peu le cas pour tout le monde avant Covid. Disons que la vie, elle allait... On prenait pas le temps de réfléchir sur soi-même. On laissait les choses venir et on ne cherchait pas à comprendre quels sont nos mots, tu vois. Et nos mots MAUX. Exactement. Et du coup, même j'étais très insécure, j'étais très instable, j'étais pas bien dans mon corps, j'étais pas bien dans ma peau. Et quand on n'est pas bien, en fait, ça découle dans tout, en fait, dans notre vie, dans nos relations en particulier. Donc, je traînais avec des personnes qui étaient toxiques, mes relations amoureuses étaient toxiques, mon mode de vie était toxique, tout ce que je faisais était toxique. Voilà. Ok. Est-ce que tu veux rentrer dans les détails ou c'est pas forcément quelque chose que tu as envie de faire ou de détailler? Je suis très ouverte à l'idée de tout détailler. Okay. Par où commencer, du coup? On va prendre... c'est un peu long, du coup, je vais un peu raconter ce qui s'est passé. C'est-à-dire que donc, moi, j'ai fait une licence à la Sorbonne à Paris et après, je suis partie en M1 à l'Université de Montréal, toujours en communication. J'ai tout fait en communication. Et après, j'ai pris une année de césure où j'ai travaillé en tant qu'organisatrice d'événements, donc organisatrice de concerts à Montréal. C'était vraiment mon dream job. Tu sais, c'était... T'as même pas fini tes études que t'as déjà trouvé un job qui est super dur à obtenir. J'ai organisé notamment le concert de Dadju à Montréal. Okay. Donc c'était vraiment top. Et donc moi je pensais que ma vie était toute tracée. Je me disais ok, j'ai fini mes études, je travaille dans la com, je vais devenir organisatrice de concert, je vais travailler dans l'événementiel. Ça y est, c'était tracé. Et quand le Covid est arrivé, j'avais plein de concerts qui étaient prévus et en fait forcément, on se rappelle tous, tout a été déprogrammé, supprimé, et du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans rien. Donc, pas de perspective d'avenir, plus de rentrée d'argent, et je savais pas du coup ce que j'allais faire de ma vie. Et c'est là qu'en fait, tout a commencé. Du jour au lendemain, du coup, j'ai fait une année de césure, j'ai pas d'école, j'ai pas de travail, j'ai rien du tout. Le monde entier, du coup, entre en confinement. Et du coup, je me retrouve, je vivais seule à l'étranger, et je me retrouve toute seule, isolée, dans un pays où il fait froid, où j'enchaîne du coup les galères et plein de choses personnelles m'arrivent, notamment je perds mon grand-père, j'ai des problèmes d'immigration qui font que je peux pas quitter ou je peux pas rentrer, enfin je peux rien faire, je suis bloquée, je peux pas travailler, enfin
plein de problèmes que je pourrais expliquer en détail. Et le pire de tout ça, c'est que je me mets dans une relation extrêmement toxique. Parce que moi-même, j'étais pas bien. Bien sûr. De toute façon, c'est proportionnel. Je veux dire, Complètement. quand on est quelqu'un d'équilibré, on n'attire pas des gens déséquilibrés. C'est vrai. Donc, voilà. Donc, du coup, ça a été, entre guillemets, le truc qui a fait pencher la balance et qui a fait que toute l'année 2020, en fait, plus l'année avançait, plus j'ai sombré dans une très, très, très grave, c'est les termes, dépression. Parce qu'en fait, j'accumulais les mois après mois des choses horribles qui m'arrivaient, que c'était dans mes relations personnelles. Et le pire, c'est dans ma relation toxique, que cette personne-là, en fait, a été devenue mon monde. C'est-à-dire que quand ton monde, c'est une personne extrêmement toxique, qui t'isole des gens, qui qui te traite très mal, qui te fait sentir très mal. Et en fait, j'étais arrivée à un stade dans ma vie où, comme il n'y avait aucun truc positif, que ce soit au niveau du travail, tu sais, les choses qui régissent ta vie socialement, au niveau du travail, au niveau de l'amour, au niveau de ta famille, le grand-père qui décède, au niveau de ta situation, tout était dans le négatif. Et du coup, j'étais arrivée à un stade où, en fait, je pleurais tous les jours de ma vie, sans exception, matin, midi, soir, 6 fois par jour. Sérieux ? Je me rappelle que... Et là, t'avais quel âge J'avais 23 ans, je crois. Quelque chose comme ça, 22, 23, par là. Et je me rappelle vraiment que, le mot vraiment, c'est je ne pouvais plus vivre parce que je passais ma vie à pleurer. Pour plein d'éléments, il y a eu des éléments déclencheurs, il y a eu des choses, mais c'est arrivé en fait à un stade où tout le haut de mon dos était bloqué. En fait, j'étais tellement mal dans ma tête que j'étais devenue malade physiquement. Donc je pouvais plus, par exemple, je pouvais rester allongée sur mon lit en regardant le plafond et souffrir de douleur parce que t'avais tout mon corps qui était bloqué. Je faisais des crises d'anxiété, je faisais des crises d'angoisse, de l'hyperventilation et je pouvais même pas regarder la télé sans être déconcentrée en fait par non, mais je vois complètement. mon cerveau, par mes douleurs, partout. Donc c'était vraiment vie, c'était un enfer. Et en plus, j'avais rien à faire de ma vie. Donc, à part être du coup concentrée dans cette relation qui n'allait pas, vu que je trouvais pas de travail. Et en fait, t'étais toujours au Canada, là? Ouais, j'étais toujours au Canada. En fait, la vie était censée reprendre. Donc, quand j'ai commencé et en fait, pendant cette période-là, c'était très compliqué et j'ai envoyé plein de CV et personne me donnait l'heure. C'est-à-dire que quand t'envoies des dizaines, des centaines de CV et que personne te répond, et que le temps passe et que ça continue. Ouais, voilà, t'as l'impression que l'univers est contre toi. Non, mais c'était exactement ça. Et pareil, du coup, j'étais en année de césure, donc je postule à un M2, du coup, pour reprendre mes études. Je me dis, bon, bah voilà, je vais reprendre mes études. Je suis refusée, alors que vraiment, c'était pas un master de fou. Non, mais vraiment. Non, mais sachant qu'après, j'ai été pris à HEC Montréal, qui était un meilleur master que celui dans lequel j'avais postulé. Non, mais incompréhensible. Sachant que, tu sais, je suis pas une élève non plus brillante, mais j'ai un parcours, j'ai toujours eu des notes plutôt correctes. Je suis pas le genre de profil qu'on va... Genre vraiment, j'avais un profil qui correspondait, tu vois. Ouais, dingue. Donc voilà, donc tout s'enchaîne et au final, en fait, il y a la goutte qui fait déborder le vase. C'est un jour, mon ex me dit, ok, je veux prendre une pause. Tu sais, la pause, c'est horrible. La pause, c'est pour moi, c'est dans ce genre de truc, c'est tellement toxique parce que c'est genre, je te laisse pas partir. Ouais. Tu sais, t'es là. C'est ça. Mais reste bien accroché. Peut-être que je reviens, mais peut-être pas. Et en fait, il faut savoir que je pouvais voir depuis chez moi. J'habitais dans une tour. Il habitait dans la tour d'en face. Je pouvais voir chez lui. Oh non. Non, c'est horrible. C'était horrible. Mais attends, mais tu prenais des jumelles? Non. Ah non, mais je pouvais vraiment voir. Je voyais ce qui se passait. Et donc, lui, il me dit, je peux faire une pause le soir même. Je voyais, il me fait une grosse soirée chez lui. Et genre, je voyais c'était tellement anxiogène, c'était tellement toxique. Et en fait, là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase où je me suis dit, mais je me rappelle pendant 2 semaines non-stop, j'ai pleuré, mais vraiment tout le temps. Et là, je me suis dit, ok, ça va plus, ça peut plus durer. Et en fait, j'ai booké un billet pour le Mexique, alors que ça était en plein Covid, donc c'était vraiment très compliqué, tu sais, de braver les tout en fait pour partir. Carrément. Et je me suis dit, ça peut plus durer. Faut que je vive pour moi, faut que je me reconcentre, faut que je me ressaisisse. Et donc, je suis partie, mais faut imaginer, j'étais traumatisée. J'étais pas du tout la même personne que je suis aujourd'hui. Je n'avais plus de relations sociales, je ne savais plus parler aux gens, je ne mangeais plus. J'avais peur des gens. Enfin, j'étais vraiment devenue quelqu'un, je te dis, qui a rien à voir avec la personne que je suis aujourd'hui, ni que j'étais avant d'ailleurs. C'était une période vraiment où j'étais quelqu'un d'autre. Et comment t'as trouvé la force justement pour prendre ce billet d'avion pour partir au Mexique? Mais en fait, j'étais tellement mal que c'était ça ou c'était la fin. Vraiment, genre en mode c'était la dernière chance. C'était vraiment... T'entends quoi par la fin? J'avais plus la force de... En fait, c'était ça où je me laissais mourir, quoi. Vraiment, parce que j'étais trop mal dans ma vie, parce que ça faisait trop longtemps que j'accumulais. Mais en fait, je parle de cette période où on imagine que c'est du jour au lendemain. Non, en fait, ça faisait des années que j'étais mal, mais que je me concentrais pas sur moi et que je repoussais et qu'en surface, comme tout allait bien, tu sais, le monde allait bien. Ouais. En fait, le Covid, ça m'a un peu forcé à faire un truc que j'aurais dû faire bien avant, tu vois. Et j'étais quelqu'un de très déséquilibré. Et du coup, donc, j'ai pris ce billet vers le Mexique. Et c'est là où, en fait, j'ai recommencé à penser à moi, à vivre pour moi, qui était un truc que je faisais plus. Et
trouvé en fait ce qu'il fallait que je fasse de ma vie. Donc j'ai recommencé à parler aux gens, j'ai recommencé à manger. Déjà, je me rappelle le premier soir quand je suis arrivée, marcher sur la plage et de respirer, de me dire waouh, ça y est, genre je revis, tu vois. Tu connaissais des gens là-bas ou t'es arrivée Non, toute personne. seule? En fait, moi, à la base, je faisais que du backpack, c'est-à-dire, tu sais, un voyage en sac à dos et tout. Et là, du coup, c'était pendant le Covid, j'ai pris un all-inclusive, truc que j'aurais fait dans ma vie, tu vois. Et en fait, où je me dis, de toute façon, je fous rien à part prendre soin de moi, tu vois. Donc, c'était ce que j'ai fait. Et petit à petit, en fait, j'ai eu un déclic, un élément déclencheur. C'est dans la piscine de l'hôtel dans lequel j'étais toute seule. Je me suis foutue un moment dans le jacuzzi. Il y avait un couple qui était avec moi et qui parlait français parce qu'ils étaient québécois, canadiens, par là, quoi. Enfin, moi, j'habitais au Canada, donc voilà. Et en fait, cette personne-là, elle me raconte ce qu'elle fait dans la vie. Elle me dit, moi, je suis coach business et je gagne genre 200 000 euros par an. Et je voyage. Et elle, sa vie, c'était de voyager dans les hôtels 5 étoiles et de travailler en même temps, tu vois. Trop bien. Et moi, en fait, je savais même pas que ça existait. Bien sûr. Je savais pas que c'était possible. Je savais pas que c'était... C'était les prémices, en plus, là. Ouais, c'était le tout début. Et donc, moi, je me suis dit, mais en fait, moi, à côté de mes études, je faisais déjà de la communication, des réseaux sociaux, j'avais déjà de l'expérience. Je me suis dit, tu sais quoi? J'ai plus rien à perdre. Je vais juste me lancer à mon compte. En fait, ça m'a ouvert au champ des possibles, à cette idée qu'il y a des gens qui le font, que je savais même pas que c'était possible, qui comptent que juste sur les réseaux sociaux et qui s'en sortent. Et du coup, à partir du moment où cette personne, je l'ai rencontrée, que cette idée, du coup, elle est venue, elle est rentrée dans mon cerveau, c'est là où je me suis dit, tu sais quoi, j'ai plus rien à perdre. C'est pour ça que je me suis lancée, c'est parce que j'avais plus rien à perdre, j'avais pas d'attache, j'avais personne qui me surveillait, j'avais personne qui me regardait, j'étais détachée complètement de tout, je me disais de toute façon, j'ai rien à perdre, et c'est ça qui a fait en fait la différence. Donc je me suis dit, à la fin, j'ai prolongé mon séjour, du coup, qui devait durer 1 semaine à 2 semaines, je me suis dit, quand je rentre, je me lance. C'est ce que j'ai fait. J'ai continué de prendre soin de moi, recommencer à manger, recommencer à rencontrer des gens, à parler. Mais c'était très difficile. Il faut imaginer que j'étais vraiment meurtrie. Genre, j'étais... Ouais, je vois très bien. J'étais vraiment... quand j'y pense aujourd'hui... T'étais au fond, quoi. Ah ouais, on dit au fond du sac. C'est ça. J'avais peur. En fait, j'en m'avais tellement fait de mal, même dans mes relations. C'était pas juste amoureuse et même amicale, que même parler à des gens, les gens me faisaient peur. Moi, pendant la première année, voire même la deuxième année qu'on suivit mon rétablissement et le fait que je me sois lancée, que ça a commencé à prendre, même dans mes relations sociales, j'ai eu du mal à recommencer à faire confiance aux gens, à recommencer à avoir des amis. Enfin, tu vois, c'était vraiment un long processus de guérison. Anyway, en tout cas, on va revenir sur ce truc-là. Je suis rentrée du Mexique, je me suis lancée. Et après m'être lancée, en fait, quand je me suis lancée, je me suis dit, OK, je sais pas ce que je fais. Je connaissais pas un entrepreneur à part la fille que je t'ai donnée. Je connaissais personne. Je me suis dit, j'ai créé mon compte Instagram, je me suis lancée, j'ai fait mon site en 3 jours. Puis il ressemblait à rien. Dingue, mais bravo quand même. On aurait dit un blog WordPress, vraiment n'importe quoi. Mais c'est pas grave. On a tous commencé avec un site de merde. Ah oui, non mais voilà. Et puis de toute façon, aujourd'hui, quand je vois les gens qui disent oui, pour se lancer, faut pas avoir besoin de site, mais tout le monde pense que tu sais, c'est par là qu'il faut commencer, mais pas du tout. Non, mais anyway. Maintenant, ça a bien changé, ouais. Ouais, voilà, ouais, c'est vrai. Anyway, de toute façon, j'ai fait mon site, je me suis lancée. Et donc, j'ai créé mon Instagram et j'ai commencé à publier. Et en fait, c'est là où tout a commencé. Donc, à ce moment-là, entre-temps, j'avais refait une demande à mon master. J'avais été acceptée. Et donc, quand je me suis lancée dans le business, exactement le 20 décembre 2020, c'est ma date où j'ai fait mon premier post. Je recommençais l'école juste après. Et en fait, tout s'est enchaîné super vite. C'est-à-dire qu'au bout de 3 semaines, j'ai gagné mes premiers 1000 abonnés en partant de zéro. Incroyable. En bout de 2 semaines, je trouvais mon premier client. Et au bout de 2 mois, je crois que... Comment t'as trouvé ton premier client? Instagram. Okay. Ouais. J'étais intervenue, je crois, dans une masterclass d'un de mes amis avec qui que je connaissais depuis très longtemps, un ami d'enfance. Voilà, qui lui était dans l'entrepreneuriat, mais lui il faisait du MLM, marketing de réseau. D'accord. Donc ça m'avait donné un petit peu de visibilité. Et donc voilà, donc j'ai trouvé mon premier client au bout de 2 semaines. Après, je pourrais rentrer dans les détails après de comment ça s'est passé. Bon, c'était pas tout beau tout rose, mais... En tout cas, je me suis lancée, je trouvais mon premier client, je gagnais les premiers 1000 abonnés. 2-3 mois après, je gagnais mes premiers 2000, 3000, 4000 euros par mois. Tout de suite après, en fait, je suis partie, j'ai commencé à voyager, plus le temps a passé. 2-3 mois après m'être lancée, c'est là où j'ai commencé justement à avoir mon premier client CM, qui a fait que ça s'est très bien passé. Du coup, ça m'en a rapporté plein d'autres. Du coup, j'ai lancé mon agence. Et du coup, peut-être 6 mois ou 8 mois après m'être lancée, j'ai gagné les premiers 10 000 euros par mois. Et après, ça a fait que s'enchaîner jusqu'à atteindre les premiers 10 000 abonnés au bout d'1 an. Et après, ça s'est enchaîné encore jusqu'à... en fait, gagner, je crois, peut-être en 1 an et 4 mois, mais je suis passée de 10 000 à 100 000 très vite, en fait. Genre, ça a fait... Trop bien. En fait, c'était exponentiel. Ça, c'est ouf. Hein. En fait, c'est la puissance vraiment de l'effet cumulé. C'est-à-dire que moi, pendant 1 an, je me suis dit, OK, je publie tous les 2 jours, non-stop, peu importe que j'ai envie ou j'ai pas envie, tu vois. J'étais déterminée. Je me suis dit, il faut que ça fonctionne, ce que je fais.
Et en fait, voilà, j'ai très vite arrêté l'école. J'ai commencé à publier tous les 2 jours non-stop sans jamais prendre de pause. J'ai galéré pour avoir mes premiers 10 000 abonnés. Et ensuite, il y a eu l'effet cumulé qui a fait, c'est pour ça que je te dis, du jour au lendemain, je me suis retrouvée à avoir gagné plein d'abonnés. Et j'ai lancé du coup ma formation peut-être 1 an et demi après m'être lancée. Et donc tout a été très vite. Tu vois, j'ai passé la première étape de gagner le palier de 10 000 abonnés, le palier des 10 000 euros, le palier de OK, maintenant que j'ai trop de demandes dans mon agence, il faut que je crée une formation parce que j'avais énormément d'abonnés. Et ensuite, du coup, j'ai créé la formation. Après, j'ai continué et au bout d'un moment, j'ai lancé ma 2e formation. Après là, j'ai dit stop. Ce que je disais, je suis arrivée à un moment où en fait, j'avais atteint tous mes objectifs que je m'étais fixés et du coup, c'était allé plus vite que moi et où je me disais en fait là, je sais pas ce que je dois faire après quoi. J'ai continué d'avoir plein de demandes, je peux plus prendre toutes les demandes que j'ai parce que je suis full partout, que ma formation, elle est pas j'avais pas la vision en fait de la formation, je l'avais lancée parce que j'avais trop de demandes. Enfin, j'arrivais plus à répondre à mes messages. Ça arrivait trop vite quoi. Ouais, exactement. Ça m'a pris à peu près 1 an et demi, 1 an et 8 mois, quelque chose comme ça pour atteindre à peu près tous les objectifs que je m'étais fixés. Dingue. Alors c'est génial, mais du coup j'ai fait pas un burn-out, mais disons que j'étais désalignée parce que je savais pas ce que j'allais faire. Et c'est compliqué, tu sais, pour être constant dans la vie, il faut être extrêmement motivé. Il faut savoir où est-ce qu'on va. Si tu sais pas où est-ce que tu vas, tu ne peux pas être constant. Donc du coup, je ne pouvais plus publier parce que je ne savais pas quoi publier puisque je n'avais plus d'objectif. Ouais, t'avais plus ta vision en fait. C'est ça. Donc je savais plus quoi faire. En plus, la personne que j'étais au début, que la personne que j'étais devenue, j'étais plus la même personne. Du coup, il fallait que je réaligne ma stratégie de contenu, ce que j'arrivais pas à faire. Et en fait, ça a fait que du coup, j'ai juste décidé de complètement disparaître à peu près pendant 1 an. On en a parlé tout à l'heure parce qu'on a déjeuné ensemble avec Sophie. Et la question que je t'ai posée, je t'ai dit, mais tu n'as pas eu peur de perdre... Pardon, j'ai bu, je m'en suis mis partout. Elle a donné à boire à son corps, plus à ton haut. Est-ce que voilà, la question que je lui ai posée, c'est que j'ai tout de suite dit à Sophie, putain, mais disparaître pendant 1 an des réseaux sociaux, sachant que c'est ça qui t'a ramené tes clients, c'est ça qui fait ta visibilité, etc. Est-ce que t'as pas eu peur de tout perdre? Et Sophie, en fait, elle m'a dit, mais pas du tout, ça t'a même pas traversé l'esprit, en fait. Non, vraiment pas. En fait, de toute façon, à ce moment-là, c'était même pas possible. J'avais tellement de demandes que je me disais, dans les prochains mois qui vont suivre, il va falloir que je commence à traiter tous les messages. J'avais une liste d'attente comme ça de gens qui voulaient travailler dans mon agence. Peut-être pour les formations, ça a peut-être mis un petit coup d'arrêt, c'est sûr. Mais disons que j'ai jamais vraiment vécu de mes formations. Je les ai vraiment faites parce que j'avais une expertise et que je sais que les gens me la demandaient. Pas parce que je te dis, moi, j'ai jamais eu l'objectif vraiment financier, à part juste être libre financièrement. T'es libre financièrement à partir de 5 000 € par mois net. Hein. Je veux dire, il n'y a pas... C'est vrai, t'as tout à fait raison. Donc, du coup, à partir du moment où j'avais atteint tout ça, je me disais, OK, dans les prochains mois, je vais juste me reconcentrer sur moi, sur ce que je veux vraiment. Et donc, j'ai pas du tout perdu de clients. En fait, mon business a complètement stagné. Jusqu'à même, en fait, pendant toute cette année où j'ai fait une pause, l'année dernière, du coup, c'était toute l'année 2023. Et la fin d'année 2023, c'est le moment où j'ai fait mes plus gros chiffres en termes d'argent, alors que j'avais rien publié pendant toute l'année. Incroyable. Et ouais. C'est le moment où tu as fait le plus de chiffre d'affaires sur 1 mois ou sur même une année? Par mois, ouais. Par mois, ok. J'ai pas calculé du coup à l'année, mais j'imagine que c'est plus, puisque les 3 derniers mois, j'ai fait plus que ce que j'avais jamais fait 3 mois d'affilée. Et c'est déjà quoi, à ton avis? En fait, j'avais juste recommencé à faire des stories. Easy. Ouais, voilà. Non, c'est vrai. Et après, pourquoi la vie est si gentille avec toi, Sophie, maintenant? Non, alors par contre, c'est pas du tout beau, tout rose. Là, c'est redescendu. Mais d'un autre côté, comme je t'ai dit, ça a vraiment stagné. Ça a fait une petite pique à la fin. Et en fait, le plus important, c'est de me dire qu'au-delà des résultats financiers et business que j'ai pu avoir, le plus important, c'est surtout le fait que j'étais extrêmement heureuse toute l'année dernière parce que j'ai travaillé, je me suis réalignée, je me suis reconcentrée sur moi et j'ai fait que voyager. Et en fait, j'ai vécu la vision que j'avais pour moi du succès. Parce que pour moi, ce que je voulais dans la vie, j'étais pas, OK, ça se passe bien, les gens, ils sont contents pour toi quand tu as du succès, ils voient que ça fonctionne bien, ils te disent bravo. Mais la vérité, c'est pas parce que les gens te disent ça et que c'est ce qu'on met c'est ce que les gens pensent qui mérite le succès que c'est le cas. Complètement. Moi, ce que je voulais vraiment, c'était, OK, gagner bien ma vie, mais aussi être libre à côté. Et c'était pas du tout le cas. Pendant la première année, la deuxième année où j'ai bossé, j'ai fait que travailler, tu vois. Et oui, donc, je vois. Voilà. Mais donc, genre esclave de ton business, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, l'année dernière, j'ai dit, en fait, je veux vraiment un business où je fais pas que bosser. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai stagné. Et j'étais hyper heureuse. Et j'ai pas fait que bosser. Et j'ai découvert le monde. Et j'ai été heureuse, en fait. Et quand j'ai repris, j'étais finalement réalignée.
aligné, je sais où est-ce que je vais, je sais ce que je veux. Et c'est là où, en fait, j'ai un nouveau challenge qui s'ouvre à moi, où je suis en mode, OK, maintenant, je sais ce que je veux, il faut que je me batte pour aller le chercher. Mais c'est ce que j'explique souvent dans mes podcasts, etc. Et de ma vision, c'est que c'est très compliqué d'aller chercher plus quand on se contente de ce qu'on a. Et se contenter, c'est pas quelque chose de négatif, tu vois. C'est même très dur à faire. Et il y a très peu de gens, je pense, qui arrivent réellement à se contenter, à se dire, bah, tu vois, aujourd'hui, j'ai atteint ça et je me contente de ce palier-là et j'en profite et je vais à mon rythme. Avoir de la gratitude pour ce que t'as. Alors que tu sais que tu pourrais aller chercher plus, alors que du coup, le monde entier, les normes te poussent à te dire, OK, c'est toujours pas assez. Plus. Exactement. Et que toi, tu as la force d'esprit, la force de caractère de dire, OK, moi, je mets juste une pause. Mais en fait, c'est juste qu'il y a des gens qui le font parce que parfois, il y a des gens qui n'ont pas le choix. Moi, c'est pas mon cas. Moi, c'était assumé. Voilà, c'est ça. Je trouve que ça montre une force de caractère, tu vois. Ouais, c'est ça. Et j'en ai rien. Et c'est ce que je dis souvent dans mes podcasts, c'est que j'en ai rien à faire. Que tu sais, il y a des gens qui gagnent plus d'argent que moi, qui réussissent mieux que moi. Je suis pas déstabilisée. Moi, je sais que c'est comme ça que je suis heureuse. Et en fait, si tu, du coup, estimes ton bonheur personnel par rapport à ce qui se passe à côté, bah, c'est là où tu l'es plus, en fait, où tu l'es pas réellement. Complètement. Mais il faut être désaligné, je pense, à un moment dans sa vie, être déséquilibré. Pour prendre conscience d'eux. Exactement. Surtout pour réussir à atteindre certains de ces objectifs. Tu ne peux pas atteindre des objectifs très hauts si t'es pas un moment déséquilibré dans ta vie. C'est obligatoire. Donc, OK, j'ai fait que bosser pour justement atteindre ce palier-là. Après, tu profites. Après, tu rebosses. Et la vie n'a pas besoin d'être toujours, tu vois, comme ça, tu sais, work hard, H24. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais c'est bien que tu tiennes ce propos. Je pense que ça va faire du bien aussi d'entendre ça. Je pense qu'on a besoin de l'entendre de plus en plus parce que je pense que on est en plein dedans, tu vois. Toi comme moi, on est dans le monde des business en ligne, dans le monde des entrepreneurs, des nouveaux entrepreneurs entre guillemets, et qu'il y a beaucoup de, je sais moi qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent justement de la compétition. Souvent, moi je reçois des messages, comment t'as fait pour que ça aille aussi vite, comment t'as fait pour craquer le système du podcasting en général, ou des questions comme ça. Et en fait, déjà, tu dis, déjà, j'ai rien craqué, j'ai bossé comme une tarée. Vraiment, je l'ai dit récemment, franchement, j'étais esclave de mon bise. Et là, j'ai restructuré ma boîte et ça commence à aller mieux et je commence à sortir la tête de l'eau. Mais franchement, tu peux pas tenir comme ça sur le long terme, tu vois. C'est ça. Et puis, et comme tu viens de le dire, c'est pas ça que je veux, en fait. Mon objectif de vie, ma définition du bonheur, c'est pas gagner encore et encore et encore plus d'argent et toujours plus et tu cours après ce truc qui finalement, ça n'a plus de sens. Pas du tout, en fait. Moi, c'est juste pour kiffer ma vie, être heureuse, profiter de ma famille, profiter de mes amis, faire des expériences assez incroyables, des trucs que j'aurais peut-être pas pu me permettre avant. C'est ça qui est cool, en fait. Non, mais c'est ça. Je suis complètement d'accord. Mais c'est pas facile. Non, mais vraiment. En fait, moi, je sais pas si c'est ton cas. Je suis plutôt du genre à être une accro au travail. Tu vois, même quand j'étais salariée, j'adorais bosser. Et là, j'adore toujours bosser. Et du coup, moi, je trouve ça hyper honorable, tu vois, que tu dises, je me suis barrée pendant 1 an. Ça me semble complètement ouf. Mais j'ai pas arrêté de travailler. J'ai travaillé, c'est juste que c'était... J'apprenais plus le temps, par exemple, de développer mon personal branding, mais j'ai toujours travaillé pareil. Hors réseaux sociaux. Ouais, hors réseaux sociaux. Et en fait, c'est juste je pense que le plus compliqué, c'est de trouver le juste milieu entre je branle rien et je travaille beaucoup. Ouais, parce que la plupart des gens que je connais qui sont en mode, OK, moi, je priorise ma vie personnelle, etc., tu leur envoies un message, ils te répondent pas. Avant genre 2-3 jours. Et moi, je peux pas. Alors, regarde, je suis l'exemple même que tu peux très bien avoir une vie hyper épanouie où tu vis plein de choses et tu penses à toi et tu fais plein de choses, mais en même temps, t'es efficace. Tu réponds en temps et en heure. Quand on te demande de faire un truc, tu l'envoies en temps. Moi, c'est un truc, dans le travail, je comprends pas. Les gens qui s'engagent sur des choses et qui délivrent pas. Qui s'engagent sur des choses et qui sont en retard. Ou qui ne sont pas rigoureux. Et faudrait surtout pas lier ça au fait de prendre soin de soi. Ou de prioriser sa vie personnelle, tu vois. Parce que justement, les gens pensent ça. En fait, on mélange tout. On mélange le fait de travailler beaucoup et donc devoir ça doit empiéter sur sa vie personnelle. Et ça veut dire du coup que ceux qui prennent le temps de développer, prennent soin de soi et qui prennent soin de leur vie personnelle, travaillent moins. Pas du tout. C'est juste qu'il faut travailler différemment. De manière efficace. Exactement. Et dans mon agence, c'est comme ça qu'on bosse. Je dis toujours, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, tant que le travail il est rendu en temps et en heure, t'es payé la même chose. Et c'est pareil pour moi, en fait. Les objectifs, ils sont là. Tu sais ce que tu dois faire. Tu le fais quand tu veux. Tu le fais comme tu veux. Maintenant, t'as une deadline. Et c'est comme ça qu'on bosse de manière efficace, en fait. Vaut mieux que tu travailles 1 heure et que t'es au max que de travailler 6 heures dans une journée et de ne pas être productif, tu vois. Non, mais carrément. Donc, ça, c'est un gros challenge. Ça a été trop mon sujet du moment, tu vois. Moi, je sais que j'ai beaucoup à apprendre sur cette partie-là. Je suis pas du tout la personne la plus organisée. Tu sais, j'ai un cerveau qui fonctionne où je peux traiter beaucoup de choses en même temps qui sont très différentes.
Et du coup, ça fait que tu t'éparpilles et que je ne suis pas la personne qui va, je pense, en tout cas, gérer les choses le plus efficacement possible. Et toi, je l'ai remarqué tout de suite, ce côté déjà action-réaction, réactivité, rigueur. Et j'adore. Enfin, moi, je trouve ça hyper inspirant. Est-ce que tu as des tips, justement, à nous donner comment est-ce qu'on fait pour être le mieux organisé possible et le plus productif et efficace possible? Je sais pas si je suis la mieux organisée. Ça m'arrive, tu vois, de louper des rendez-vous, de faire des bêtises. Mais bon, tu sais, on fait tous des erreurs. Bien sûr. Mais en fait, c'est une to-do list que tu te dis, OK, dans la journée, j'ai tout ça à faire et je le fais. Et moi, j'arrive pas à comprendre les gens qui ont des trucs à faire et qui le font pas. Genre, je sais pas. Et je sais pas si c'est inné, mais c'est pas grave d'attendre la dernière minute. Ça, c'est pas un problème, tu vois. Ouais. Mais de vraiment se dire, OK, j'ai ça à faire et je le fais pas. Moi, c'est un truc que je ne comprends pas, donc je pourrais même pas te dire, tu vois, c'est... Ouais, mais en général, c'est plus que... Enfin, moi, ce dont j'ai l'impression, et encore une fois, c'est en train de s'améliorer avec la structure qu'on a mis en place. D'ailleurs, c'est ouf, tu sais, j'écrivais à Estelle de mon équipe qui gère le pôle formation. J'ai dit, putain, Estelle, j'ai plus rien à faire. Et limite, je culpabilisais, je suis censée... Tu sais, j'ai un peu cette fausse croyance où, en fait, je suis censée charbonner et être en PLS H24. Sinon, c'est pas normal ou ça va arrêter de fonctionner, tu vois. Ça vient avec le temps, effectivement, quand t'es entrepreneur, que tu te lances et que moi aussi je culpabilisais de fou quand parfois, tu sais, je mettais 2 personnes en relation et du coup je prenais un pourcentage alors que je n'avais rien branlé. Typiquement, tu vois, on dirait, alors qu'en fait non, c'est normal dans le monde du business ou de demander des sommes que pour le commun des mortels, ça paraît bizarre. Et pour que toi, en fait, en termes, à partir du moment où tu travailles avec des sociétés, des entreprises et que tout le monde price plus cher, c'est des sommes qui deviennent même toutes petites par rapport à ce qui se fait réellement. Bien sûr. Et ça, c'est tes croyances, en fait, qui petit à petit se développent avec le temps. Moi aussi, c'était pareil, hein. Vraiment. C'est ouf. J'ai l'impression qu'on passe tous par les mêmes étapes. Ouais. Tu sais, ce truc où t'es dépassé, donc c'est super, ça c'est quand tu réussis, voilà, t'es dépassé. Donc ça c'est une étape, j'ai l'impression qui est inévitable, c'est très rare les gens qui sont déjà structurés pour accueillir la croissance. Ça c'est l'étape d'après. T'as le premier step où ça explose. En général, t'es là, putain, faut que je structure, machin, organisation. Après, tu pètes ton rapport à l'argent. Où tu te rends compte, ok, en fait, je pensais que ça, c'était super dur à atteindre. En fait, pas du tout. Tu sais, il y a toutes ces étapes-là. Tu pètes tes fausses croyances limitantes par rapport au fait que tu dois bosser comme une tarée pour y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Mais complètement. Après, c'est ce que je dis tout le temps. Même ça, quand moi, j'aide des gens à développer leur personal branding. En fait, tout est lié au fait qu'on ne part pas tous du même palier. Il y a des gens comme moi qui étaient extrêmement blessés de la vie et c'est pour ça que j'ai mis énormément de temps. Moi, c'était pas juste le développement de mon entreprise, c'était le développement de moi-même, de recommencer à parler aux gens, de recommencer à vivre. Enfin, moi, je partais de tellement loin que c'est normal que j'ai vécu ce que j'ai vécu, au sens où une personne normale qui se lance et s'apprend, ça aurait été cohérent que tout se passe comme ça. Mais moi, je partais du principe que j'arrivais même pas, en fait, je ne m'aimais tellement pas que je n'arrivais pas à avoir ma valeur. Et je ne voyais tellement pas ma valeur que je n'arrivais pas à pricer correctement. Et donc, encore moins accueillir le succès. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça se fait, il faut, ça prend du temps, en fait. Le temps, c'est pas un truc que tu peux hacker. Et c'est pour ça que ça me prend plus de temps. Mais en fait, on est tous différents, on a tous notre parcours, on a tous notre chemin. Et le plus important quand on évolue dans le business, c'est de pas se comparer. Et c'est la bête noire de tout le monde, en fait. Et là, j'ai un truc que j'arrête pas de répéter, c'est que à partir du moment où tu prends conscience que, ok, ton chemin, c'est le tien, et pas celui des autres, mais pas juste que tu le dis de manière logique et cohérente, mais que tu l'intègres. Et que du coup, tu comprends que toi, tu as ces faiblesses-là et que peut-être tu mets 10 ans à faire quelque chose que cette personne-là, elle arrive à faire avec facilité et que toi, tu l'as pas inné comme telle autre personne qui le fait en face de toi, c'est pas grave. Tu as même encore plus de crédit parce que ça va te prendre le temps que ça va te prendre, mais un jour, tu vas arriver à tes fins avec les difficultés que tu as personnellement. Et on a tous des difficultés. Il y a des gens qui n'arrivent pas à prendre la parole, il y a des gens comme moi qui ont du mal à faire des vidéos, il y a des gens qui doivent développer leur confiance en eux, et alors qu'il y a des gens qui, à l'inverse, arrivent avec énormément de connaissances. Il y a des gens qui arrivent avec une grosse confiance en eux. Il y a des gens qui ont eu des parents qui leur ont inculqué les valeurs de l'argent dès le début. On n'a pas tous la même éducation, on est tous différents. Du coup, même si le process est toujours le même, entre guillemets, les étapes, ça, c'est pas, c'est différent, en fait, en fonction des gens et de leur vécu. Et moi, avec tout ce que j'ai vécu, c'était trop. C'était trop. Et je sais même pas si on peut appeler ça le succès, parce qu'au final, par rapport, si je me compare à d'autres entrepreneurs, je suis très, très loin des mêmes chiffres, des mêmes trucs. Mais je m'en fous, parce que le plus important, c'est pas qu'est-ce que font les autres, c'est quoi le succès, c'est quoi le succès pour moi. Le succès pour moi, c'est de pouvoir être libre financièrement, géographiquement, et ça prend pas d'avoir 100 000 euros pour le faire.
Succès pour certaines personnes, c'est de gagner un max d'argent, d'acheter plein de trucs matériels, et j'ai aucun jugement de valeur là-dessus. Si c'est ça qui réellement les rend épanouis, tant mieux pour eux. Voilà. Chacun, en fait, a ses propres objectifs et définit son épanouissement en fonction de soi. Bien sûr. Mais trop d'accord. Ça, on en parle très souvent. De redéfinir ta propre définition du succès, c'est vraiment la base de la base pour ensuite construire la vie que tu veux te construire, le projet que tu veux te construire. Ça, c'est un truc, excuse-moi, juste en personal branding aussi, c'est important, ça je le dis tout le temps à mes clients, c'est que j'ai des clients qui ont pour but de devenir multimillionnaires. Genre vraiment, c'est en mode, tu vois, gros. Et d'autres, ils me disent, moi, je veux juste, si je gagne 2000 € par mois avec mon business, qui est ma passion, je suis heureux. Et en fait, c'est tellement, tu vois, il y a un panel tellement large d'objectifs et c'est pour ça qu'on ne peut pas se comparer à des gens qui n'ont pas les mêmes objectifs que nous, qui n'ont pas la même vie que nous. Personne nous ressemble, on est tous différents, tu vois. Donc, et c'est ça qui fait notre force. Exactement. Encore une fois, avec le personal branding, quoi, utiliser ce qu'on est et pas vouloir ressembler à ce qu'on n'est pas. Exactement. Mais pour rebondir, il y a un truc que tu as dit qui m'a vachement touchée. Et en fait, tu m'as fait avoir un déclic sur un truc que j'avais jamais eu. Donc, je suis obligée de rebondir dessus. T'as dit, je ne m'aimais pas du tout, j'avais pas conscience de ma valeur et du coup, j'arrivais pas à pricer mes offres correctement. Et en fait, du coup, quand t'as dit ça, je me suis dit, putain, ça me fait prendre conscience d'un truc. C'est que moi, tu vois, petite, j'étais très introvertie. Et limite, parfois, si je pouvais ne pas exister, je préférais qu'on me remarque pas, tu vois, plutôt que de prendre la parole. J'ai eu une période de ma vie qui était comme ça, et de me tromper, de dire une connerie, machin. Et quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, je pense que j'ai eu ce truc-là, tu vois, de peur d'exister, de rayonner, de réussir, en fait. Complètement. De prendre... Et même encore aujourd'hui, on me dit tout le temps, putain, mais Sandra, mais qu'est-ce que t'es authentique, t'es tellement simple et tout. Et je pense que j'ai quand même ce truc où c'est quand même vachement encore ancré en moi, tu vois, genre prendre la place, mais prends-en pas trop quand même. Ouais, je comprends parfaitement. C'est marrant parce que quand tu dis moi j'ai plein de clients d'ailleurs qui parlent souvent de la peur de réussir. Mais quand tu le dis, je peux te dire c'est le truc qui résonne le moins au monde. Va dire à une personne bizarre, qui se bat pour y chercher le succès qu'elle a peur de réussir, mais qu'en fait elle a pas conceptualisé en fait cette idée parce qu'elle est trop ancrée, tu vois, dans son inconscient. Ouais. Donc, c'est pas des trucs qui résonnent, mais effectivement, il y a énormément de gens qui s'empêchent de briller. Moi, j'avais eu récemment un déclic parce que j'ai un ami qui m'a dit, en fait, tu sais, on a tendance à intérioriser le sexisme intériorisé, tu sais, quand sans t'en rendre compte, tu te rabaisses par rapport aux hommes. Et en fait, j'ai un ami récemment qui m'a dit, est-ce que Sophie, tu t'empêcherais pas d'aller chercher plus inconsciemment, et t'es persuadée que c'est conscient, parce que justement, t'as peut-être peur de gagner plus que certains hommes, que ton copain. Et ça m'avait jamais... Quand il m'a dit ça, je dis, non, je pense pas. Et après, pendant les jours qu'on suivit, j'y ai pensé, je dis, putain, mais en fait, je crois qu'il a raison. Parce que dans ma tête, je me suis toujours dit, même si c'est pour moi, comme je t'ai dit, il y a un nom quand c'est du sexisme intériorisé, là, quand tu intériorises les choses que le patriarcat. Voilà, c'est exactement ça, du patriarcat internalisé. Ok. Et en fait, j'arrivais pas à expliquer comment ça se faisait dans ma tête que, même si techniquement parlant, quand tu le dis, ça paraît débile, mais je me disais, je peux pas gagner, par exemple, plus que mon mec. C'est un truc que je suis une girl boss et je suis tout ce que tu veux et je suis hyper féministe. Mais cette idée-là, en fait, je me disais, je disais, moi, si je gagne plus que mon mec, j'en ai rien à faire. Tant mieux, c'est top. Mais en fait, inconsciemment, est-ce que j'étais réellement d'accord avec cette idée? Ah ouais. Parce que j'avais trop internalisé le truc. Et en fait, j'ai réalisé qu'en fait, c'était grave un truc qui m'avait influencé toute ma vie. Dingue. Tu vois, mais c'était parce que quand c'est trop bizarre quand tu comprends quelque chose dans ta tête, que tout est clair, mais que ton cœur il te dit autre chose, tu vois, parce que t'as tellement internalisé justement certaines choses patriarcales dans la société que quand il m'a dit ça, sur le coup je dis n'importe quoi. Et en fait quand j'y réfléchis, je dis putain, mais en fait grave, pourquoi ce serait plus normal, tu vois, qu'un homme il gagne plus que moi, que mon copain gagne plus que moi? Pourquoi est-ce que ça m'empêcherait, est-ce que je ne m'empêcherais pas en fait de briller parce que j'ai internalisé ça, tu vois? Complètement. Et en plus on t'arrête pas de te parler sur les réseaux sociaux que
les femmes, tu vois, enfin les hommes doivent gagner plus que les femmes. Que Ah ouais, tu trouves que... Ah oui, ouais. que l'homme doit prendre soin de la femme, qu'il doit ramener l'argent dans le foyer, etc. C'est un truc qui est hyper ouais. d'actualité. Je pensais justement on était justement dans le truc de l'empowerment féminin. On doit pas regarder les mêmes réseaux sociaux. Ouais, c'est clair. Parce avec tout le mouvement Red Pill et tous les trucs qui se font sur les réseaux sociaux, moi je suis pas du tout consommatrice de ce genre de choses, mais je le vois que t'as un retour de ce genre de... Du patriarcat? Ah non, il y a jamais ça, c'est jamais parti. C'est déjà parti. Ouais, un retour du coup de l'image classique qu'on a entre l'homme et la femme de l'homme doit gagner plus, doit prendre soin de son foyer, etc. Et c'est un truc qui est revenu en force ces 2 dernières années. Et franchement, il y a des bons arguments. Ils ont des arguments qui sont très, je sais pas comment on pourrait les appeler, cohérents, on pourrait dire. Ah ouais, ok. Mais en fait, il y a plein de choses, du coup, qui, je pense, nous influencent sans qu'on s'en rende compte. Mais bien sûr, mais ça, bien sûr. Tu vois, moi, c'est un peu le contraire. Moi, ma maman, bref, mes parents ont divorcé et elle s'est mariée, elle a refait sa vie avec un médecin, donc qui était mon beau-père. Voilà, il est plus de ce monde. Et du coup, alors j'ai trouvé ça très cool. Je me suis dit, putain, ils ont eu une très belle vie, voilà. Mais en fait, je pense que inconsciemment, ce que ça a créé en moi, je me suis toujours dit, moi, je dépendrai jamais d'un mec. Ce sera moi le mec riche, tu vois. Ce sera moi le mec. Je veux pas, enfin, le mec riche, tu vois ce que je veux dire. Je voulais pas, en fait. Au contraire, j'ai toujours eu peur d'être avec un mec qui gagnait beaucoup d'argent et qui était ambitieux, parce que je pense que j'ai aussi très vite compris, peut-être que c'est aussi une fausse croyance, mais que si tous les deux ont des ambitions et ont envie d'aller haut dans leurs projets, etc., que ça allait être compliqué. Soit que le mec allait pas forcément accepter, parce qu'il y en a plein qui acceptent pas que tu brilles, que tu suives tes ambitions et tout. Et du coup, moi, j'ai fait un espèce de switch dans mon cerveau et je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui était tout l'opposé des gars avec qui j'avais pu être avant, tu vois. Et justement, quelqu'un qui avait pas forcément des ambitions professionnelles très fortes et qui était très ancré dans l'humain, l'altruisme, donc rien à voir. Et ça, je pense que le fait d'être avec une personne comme ça m'a permis de pouvoir enfin me déployer et être vraiment la femme que je voulais devenir. Oui, à fond. Pareil pour moi. Du coup, mon nouveau copain avec qui je suis aussi m'a grave fait prendre confiance en moi et m'a permis justement d'aller chercher plus. Mais je pense que j'avais d'une certaine manière intériorisé, tu vois, ce truc selon lequel un homme doit gagner plus qu'une femme et qui du coup m'empêchait d'aller chercher plus parce que je me disais, finalement, pourquoi aller me battre, tu vois, alors que... Mais je le pensais pas. Là, si je te dis ça, c'est... Oh, jamais de la vie, je te dirais ça à l'oral, moi je suis une femme, tu vas te battre jusqu'au bout, tu girl boss à fond. Mais je te dis, dans mon esprit, quand il me l'a dit, j'ai eu un déclic, je me suis dit, est-ce que je l'aurais pas réellement internalisé, vraiment c'est cette conception du monde complètement patriarcalisé, voilà. Et du coup, depuis, ça hante un peu mes pensées et je me dis, mais en fait, peut-être que ça fait un moment que je m'empêche de briller et peut-être que la prochaine étape serait complètement de se détacher de ça. Mais je ne le conscientise pas. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de dire que c'est ça, parce que si tu m'écoutes moi parler, émotivation, tu vois. Let's go. Voilà, et les femmes empowerment, tout ce que tu veux, on va conquérir le monde. Mais est-ce que t'es pas déjà finalement dans ce process-là, à reprendre tes réseaux, à reprendre la parole, etc. Je l'ai été beaucoup au début, mais c'est depuis que j'ai quitté. En fait, c'est tout ce mélange un peu. Tu sais, je t'ai dit, je suis pas partie parce que je voulais pas briller. Je suis partie parce que j'étais pas du tout alignée avec tout ce qui se passait. Bien sûr. Et donc là, petit à petit, effectivement, il faut que je reprenne. Mais c'est compliqué, tu t'es dit, de reprendre alors que même sans tout va bien, tu vois. C'est vrai. Genre, même là, je continue de recevoir beaucoup de demandes de clients qui sont intéressés de travailler avec mon agence. Je publie pas, je fais rien et du coup c'est compliqué, tu vois, de juste reprendre la parole et ça n'a rien à voir là avec avec la différence homme-femme ou quoi que ce soit là, c'est vraiment juste. Oui, c'est plus l'organisation business, de pouvoir gérer toutes les demandes. C'est ça, exactement. Et alors aujourd'hui, puisque du coup tu t'es absentée pour potentiellement te reconnecter à ta vision, ta mission, est-ce qu'aujourd'hui c'est plus clair pour toi ? C'est beaucoup plus clair. Mais en fait, du coup, là, je me retrouve avec une charge de travail. Parce qu'en fait, quand tu sais pas où tu vas, tu es tranquille, tu fais tes bails. Maintenant que je sais où je vais, je suis en mode, OK, to-do list, j'ai plan tout d'action. ça. Ah non, mais j'ai tout ça à faire, il faut que je le fasse. J'ai déjà commencé. Il y a un des premiers trucs que je voulais faire pour justement atteindre mes nouveaux objectifs que j'ai complètement foiré. Mais alors ça, c'est aussi un nouveau truc chez moi. Avant, j'étais pas capable d'imaginer que je pouvais rater. Oh. C'était un truc, si je faisais, c'était pour réussir.
Et justement, cette année-là m'a permis de me dire, de lâcher prise par rapport à tout ça et de me dire, si je veux passer les prochains niveaux, il faut que je lâche prise sur le fait de juste essayer et de me foutre du regard des gens, parce que j'étais quand même encore liée beaucoup à ça, surtout quand tu développes ton personal branding, ça va que en crescendo. Complètement. Tu fais plus attention à ce que tu fais. Et là, je me suis dit, mais en fait, je m'en fous complètement. Et du coup, j'ai lancé un truc, j'ai complètement foiré, et je vais recommencer. Et puis, je vais recommencer jusqu'à ce que j'y arrive. Mais c'est quoi que t'as lancé et qui a foiré alors? Je voulais je voulais relancer ma formation avec un nouvel angle et des pubs et faire plein de choses, des trucs que j'ai jamais fait. Et ça a pas du tout fonctionné comme je voulais. D'accord. Et c'est pas grave, je m'en fous. Enfin, vraiment, je dis ça d'un truc, je suis pas à la rue. Non, mais c'est intéressant. Oui, non, mais bien sûr. Voilà. Mais c'est intéressant de. Non, mais j'ai complètement. En fait, je sais pas si on pourrait dire que j'ai raté parce que j'ai pas fini. Mais en fait, c'est ça. Tu vas le retravailler. Ouais, c'est ça. Et en fait, pour moi, il y a que ceux qui abandonnent qui échouent. Donc moi, je me dis, je fais. C'est une dure, Sophie, les gars. C'est vrai. Non, mais je fais jusqu'à ce que j'y arrive. Et tant pis si je rate. Et tant pis si ça met 6 ans. Je m'en fous. Je me prends pas la tête. Alors qu'avant, je me prenais beaucoup la tête, tu vois. Donc maintenant, avec ma nouvelle vision, je sais exactement ce que je veux faire, je sais ce qu'il faut que je fasse, entre guillemets, je sais pas si je vais y arriver, mais au moins je sais où est-ce que je vais, et du coup, forcément, quand tu sais où tu vas, t'es plus heureux aussi, t'es plus épanoui dans la vie, quand t'as des objectifs, quand Carrément. Quand t'apprends plus à te connaître, à t'écouter, et donc voilà, donc là, je sais où est-ce que je vais, et je sais qui je suis, et du coup, je sais que ça va me prendre du temps, et que ça va être du travail. Et ce que je te dis, la vie, c'est j'ai des moments où je travaille beaucoup, des moments où je travaille moins, des moments où je travaille beaucoup. Mais tant que, en fait, chaque jour, j'avance petit à petit dans la direction dans laquelle je veux aller, ça suffit, en fait, tu vois. C'est cool. Je kiffe cet état d'esprit. Franchement, c'est trop bien. Parce que... non, vraiment, ça m'aide, moi aussi, à m'avancer sur certains... mauvais truc qui peut être en nous, en mode faut aller vite. Je trouve ça trop cool de se dire ok, j'ai conscience du chemin, et je pense que c'est ça quand t'as tout gagné quand t'es entrepreneur, que tu kiffes, et je sais que je kiffe chaque étape de chemin. Parfois même je suis nostalgique des débuts pour certains points, tu vois. Non, c'est clair. Voilà. Mais je trouve ça hyper intéressant que tu dises ok, moi je sais que je veux arriver de A à Z, et pour aller à Z, je suis tout à fait ok d'accepter que le chemin ne prenne pas forcément 1 an, mais que ça en prenne peut-être 6. Tant que tu continues de te diriger vers là où tu veux aller. C'est ça. Du coup, c'est où que tu vas aller? Mon copain m'a toujours dit il faut vraiment aimer le process. Grave. Ce qui n'était pas mon cas avant du tout. Avant, je faisais, pas pour les bonnes raisons. Bien sûr, il fallait que je me rétablisse, mais je faisais peut-être aussi même pour prouver des choses. Tu sais, il y avait plein de choses pas forcément saines en jeu. Et du coup, il fallait que je tombe amoureuse en fait du process, qui n'était pas du tout le cas avant. Avant, je ne kiffais pas faire, et j'avais pas l'impression que je faisais parce que j'avais choisi de le faire. J'avais l'impression que je faisais parce que c'était entre guillemets le milieu qui m'avait choisi, tu vois. Comme en fait, c'est bizarre à expliquer, mais genre j'avais l'impression que c'était plus naturel que en fait, j'étais partie dans ce dans quoi j'étais partie parce que j'avais l'impression que c'était là où on m'acceptait, que j'étais allée là par défaut. Par défaut, exactement. Okay. Et en fait, sur cette année-là, c'est là où je me suis reconcentrée parce que j'avais l'impression que je voulais même plus faire ce que je faisais, que finalement, j'étais peut-être faite pour autre chose. Et je me suis énormément questionnée parce que, en fait, moi, dans ma vie, j'avais toujours dit que je voulais être dans l'événementiel. J'avais dit que je voulais être coach en image. J'avais dit que je voulais... Enfin, il y a plein de trucs que même j'adore. Je voulais ouvrir une conciergerie. D'ailleurs, ça se voit que genre j'aime bien faire ce genre de choses, tu vois. Tout ce qui est lié à... En fait, moi, je suis très, très bonne. C'est vraiment... Il y a un truc dans lequel je suis bonne, c'est l'organisation. Organisationnelle. Structurer, tu vois, des choses, des équipes, mettre en place des plans d'action qui sont respectés dans les délais. C'est pas le cas de tout le monde, tu vois, mais moi, c'était mon truc. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux faire, le gros questionnement, tu vois, comment je peux faire pour réussir à vivre de ce dans quoi je suis la meilleure, qui est en fait ça, tu vois, genre vraiment organisé. Genre, c'est mon truc, organisé, peu importe ce que c'est. J'ai grave réfléchi pendant toute cette année. Finalement, je me suis rendu compte et finalement, j'ai choisi de rester dans le personal branding. J'ai choisi, après justement avoir 1 an de réflexion, je me suis dit, en fait, non, c'est pas venu à moi par défaut. C'est moi qui, finalement, est faite pour ça, et c'est moi, aujourd'hui, qui le choisis. Ouais. Ça fait sens avec tout ce que tu dis, coach en image, machin. Mais c'était pas le cas avant. Vraiment, avant, j'avais vraiment l'impression que c'était venu à moi et que c'était vraiment par défaut. Et aujourd'hui, le fait de décider, tu prends vraiment confiance plus encore en toi, en ce que tu veux faire, et la vie est beaucoup plus belle quand tu fais tes choix, tu vois, et que tu assumes. Et du coup, c'est ça. Aujourd'hui, ma vision, mes objectifs, c'est du coup de vraiment rayonner dans ma niche qui est le personal branding, que avant j'avais vraiment l'impression que c'était venu à moi. Les clients, en fait, c'est vrai que par défaut, quand j'ai eu mes premiers clients, j'ai jamais eu des entreprises, j'ai eu des personnes.
C'est comme si tout ce que j'avais eu, c'était quand je me suis nichée dans le personal branding, ça a été très difficile parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Enfin, c'était très peu connu. Quand on parlait de personal branding, tout le monde me disait qu'est-ce que ça veut dire. Et du coup, je n'osais pas aller dedans, je n'osais pas me nicher. Et en plus, du coup, quand je l'ai choisi, j'avais l'impression que c'était parce que les gens me disaient oui, mais tu devrais faire ça parce que c'est par rapport à ce que tu fais, c'est logique que tu fasses ça. Et au final, aujourd'hui, j'ai réalisé que du coup, c'était pas les gens qui avaient décidé, c'était moi qui décidais que je voulais rayonner dans ce secteur-là. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pris conscience que c'est là-dedans que je suis la meilleure et que ça, c'était pas quelque chose avant que je réalisais. Avant, je me disais pas, je suis bonne là-dedans. J'avais l'impression que c'était parce que les gens, ils voyaient que j'étais bonne là-dedans et que j'allais dedans, tu vois. Oui, complètement. Et aujourd'hui, j'ai vraiment réalisé que c'était ma zone de génie, qu'il fallait que j'aille dedans. Mais du coup, l'objectif aujourd'hui, c'est de rayonner là-dedans, de continuer à développer mes agences, de continuer à développer mes formations, qui n'était pas quelque chose que j'étais sûre de vouloir faire avant. Maintenant, on verra à quel niveau, tu vois. Bon, en tout cas, tu as l'air d'avoir énormément d'énergie. Tu as l'air d'être une nana, comme tu disais, pleine de motivation. Tu sais où tu vas maintenant. Et c'est trop chouette. Moi, je te souhaite que du succès et d'atteindre ta vision, tes objectifs, tout en kiffant le process. C'était trop cool de te recevoir. Ça passe trop vite. C'est vrai? Ah oui, oui. Vite. Ouais, voilà, ça passe trop vite. C'était super cool. Mais de toute façon, on restera en contact. Et j'ai hâte de voir ton évolution, de te voir rayonner, Sophie. Ouais, même si j'évolue pas. Mais arrête, ça va pas de dire ça. On coupera. Non, pour de vrai, parce que je ne vis pas en me disant il faut absolument que j'évolue. Mais bien sûr. Et c'est vraiment important parce que j'ai l'impression qu'au contraire, avoir cette idée en tête d'un objectif qui est du coup difficile à atteindre, et c'est un truc qui peut m'apporter moins de bonheur. Alors que si je me dis juste, je sais qui je suis, je sais où je veux aller, et peu importe le temps que ça me prendra, c'est beaucoup plus sain, tu vois, que... Complètement. Et si pendant 1 an même, je continue d'arrêter de publier, et même si je régresse, un jour, je vais remonter, et voilà, tu vois, la vie, elle est comme ça, et je suis pas... Tant que je suis pas à la rue, tout va bien, tu vois. Complètement. Et ça risque pas d'arriver, par contre. Quand même déterre. Elle est quand même déterre, Sophie. Ouais, non. Non, mais c'est cool. Franchement, super chouette état d'esprit. Je pense que tu vas inspirer pas mal de nanas là-dessus. Moi-même, ça m'a beaucoup inspiré. Ça me permet de réfléchir, d'évoluer, pareil, sur mon état d'esprit, ma manière de fonctionner, etc. On a 3 petites questions rituelles dans le podcast. Première question, quel était ton rêve de petite fille? Oula, alors là, moi, je voulais être archéologue. Incroyable. J'ai voulu être archéologue, après j'ai voulu être prof. Voilà, ça c'était... Ok. Et sinon, je disais que je serais riche et célèbre. Ça, c'était encore plus jeune. Non, parce que... Il y a quelque chose. Ouais, je sais pas pourquoi. C'était pas un métier, mais je disais... Tu sais, je me défilais devant mon miroir et je disais que je serais riche et célèbre. J'avais genre 4 ans. Ok. Est-ce que tu as une phrase, une philosophie de vie ou un mantra que tu aimes particulièrement? T'es obligé de dire oui. Ouais, en fait, le problème, c'est que j'ai déjà dit. Vas-y, il y a que ceux qui abandonnent qui échouent. Écoute, moi, j'aime beaucoup. C'est pas très original, mais c'est vraiment un truc auquel je suis persuadée. Mais je crois beaucoup à ça aussi. C'est pas juste, en fait, en lien avec le personal branding, c'est vraiment n'importe quelle chose dans la vie que tu vas faire, tu peux y arriver tant que t'abandonnes pas. Non, mais complètement. Dernière petite question. C'est quoi pour toi être la locomotive de ta vie? Être la locomotive de ta vie, en fait, pour moi, c'est un peu là, du coup, relié à mes idées que j'ai, tu vois, du personal branding, c'est que tu ne peux pas rayonner si tu ne t'aimes pas déjà, toi, personnellement. C'est dans les relations, moi, ma plus grosse, tu sais, comme je disais tout à l'heure, mon plus gros travail, ça a été de réapprendre à m'aimer pour ensuite pouvoir donner aux gens. Complètement. Tu peux pas donner si tu ne te donnes pas à toi-même d'abord. Donc, du coup, pour moi, ce serait ça. Aime-toi d'abord et ensuite... aime les autres. Voilà, exactement. Et du coup, ça va avec tout dans la vie. C'est réussis-toi d'abord avant de vouloir aider les autres, etc., etc. Il faut d'abord être au centre de sa vie pour pouvoir ensuite rayonner. Et c'est pas narcissique, c'est pas égoïste, c'est hyper important. Absolument d'accord. Je prône ça tout le temps. Ouais. Être la priorité de sa vie. Exactement. Parfait, c'est validé. Sophie, je t'invite à regarder la caméra pour toutes nos auditrices et de la communauté qui regardent en fait le podcast sur YouTube. Je te laisse faire la petite fin, le petit mot de fin. Ah ouais? Ouais, t'aimes bien ça, hein? Pas du tout. Ah, pas du tout. Normalement, c'est pas moi qui le fais. Et dans le podcast des locomotives, c'est toujours l'invité qui le fait. Alors si vraiment tu ne veux pas... Non, je vais le faire. Eh ben vas-y, fais-toi plaisir. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et surtout, priorisez-vous.
Merci à toutes et à tous. Si jamais vous avez envie de laisser un petit commentaire, partagez un petit peu vos avis sur ce podcast, partagez ce que vous voulez, un commentaire, un conseil, un tips, un retour sur cet épisode avec Sophie, faites-vous plaisir, mettez des petits commentaires sous la vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Salut, bye bye. Salut. Ciao Sophie. Ciao.